Le forum des rédactions, c'est tous les vendredis sur votre télévision. Vous pouvez nous suivre également en ligne. Aujourd'hui, nous sommes 15 juillet 2022. Merci d'avoir pris une fois encore ce rendez-vous des débatteurs, ce rendez-vous d'analystes politiques, ce rendez-vous d'échange sur l'actualité de la semaine. Et il faut le dire, cette semaine a été bien fournie en informations et puis en surprise également, puisque aujourd'hui, donc, sur cette émission, nous parlerons de la démission de Maître Joseph Djogbenou, les non-dits d'un nouvel engagement politique, c'est le premier thème à aborder. Et puis le deuxième sujet du forum des rédactions de ce jour, retrait de la plainte de Thomas Boniyahi contre le Bénin, un acte patriotique ou un deal? Nous nous interrogeons et les analystes dans ce studio se prononceront donc, feront l'analyse qu'il faut par rapport à cette question. Madame, Monsieur, le décor est planté. Sans plus tarder, nous allons observer une virgule avant que je ne vous présente les débatteurs sur ce plateau. À ma droite, Henri Niambodé. Henri Niambodé, bonjour. Bonjour Mori Yagwa et bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Tado FM. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est non. À ma gauche, Laurent Roland Toniquès, vous le connaissez très bien, journaliste, analyste politique. Laurent Roland Toniquès, bonjour. Mori Yagwa, bonjour. Henri Yabodé, bonjour aux amis internautes et bien évidemment aux téléspectateurs d'Eden TV. Le mardi 12 juillet 2022, presque à la mi-journée, l'information est tombée. Certains l'ont qualifié de coup de tonnerre. Le 5e président de la Cour constitutionnelle venait donc de déposer le tablier. Il a démissionné. Joseph Fifame Djogbenou, le premier président de la Cour constitutionnelle, ayant posé un tel acte au cours de son mandat, ayant démissionné au cours de son mandat, il a livré les informations, il a organisé une conférence de presse, il a passé les services. Nous allons d'abord, avant d'entrer dans le débat proprement dit, suivre un élément réalisé par notre rédaction sur sa conférence de presse. C'est une déclaration de presse très attendue par les professionnels des médias. Au lendemain de sa démission du poste de président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Djogbenou est apparu souriant et détendu face à la presse. L'objectif principal est d'évoquer les raisons de sa démission et faire des projections. Il retourne donc à sa famille politique et exercera dans les limites de ce que lui confieront les responsables de l'Union progressiste. Alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier politique, qu'il est nécessaire de renouveler l'engagement politique, qu'il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne, c'est l'Union progressiste. Je voudrais donc très formellement et très publiquement vous inviter à comprendre que cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire, et de considérer que j'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. La nouvelle de sa démission est diversement appréciée par les acteurs de tous ordres et pour ceux qui le voient déjà candidat dans un futur proche, le conférencier du jour répond avec une allégorie propre à lui. Je suis candidat à tout ce que le parti me demandera de faire. Sur l'obligation de réserve, elle est attachée à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que je suis suffisamment averti pour ne rien révéler, pour ne rien dire
qui soit dans le périmètre de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle devient une sorte d'enclos à rejeter, mais justement parce qu'il est plus important de se mettre en position, de se mettre à la disposition, de se mettre avec beaucoup d'humilité au service de chacun de nos compatriotes. Joseph Diogbenou a également, au cours de cette conférence de presse, exprimé sa reconnaissance envers toutes les personnes, notamment le bureau de la 7e législature de l'Assemblée nationale, qui a contribué à sa désignation en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Et voilà, vous avez suivi donc cet élément, les explications de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Il est clair donc que Joseph Fifame Diogbenou est allé à la Cour constitutionnelle pour accomplir une mission qui, une fois accomplie, l'amène vers sa famille politique. Laurent Roland-Henriquez, quelle leçon doit-on donc tirer de cette démission du président de la Cour constitutionnelle, et si l'on sait qu'aucun président n'est allé à la Cour constitutionnelle à 49 ans? Alors, merci Mori Agua. Je crois que déjà on peut prendre au mot ce qu'a dit même le désormais démissionnaire de la Cour constitutionnelle, le président Joseph Diogbenou, le professeur bien évidemment, qui dit les objectifs majeurs me paraissent être atteints. Cela suppose que il est bien conscient et donc on doit pouvoir comprendre qu'il était allé à la Cour constitutionnelle pour une mission ou bien pour atteindre des objectifs précis. Et je crois qu'il a fini sa mission et donc on doit passer à autre chose. Et passer à autre chose suppose qu'on l'amène ou bien l'envoie sur d'autres fronts. C'est la lecture que je fais. Et comme je vous l'avais dit, le premier président, en tout cas le plus jeune président de l'institution depuis 90, parce que 49 ans, je l'ai rappelé, Conception Ouemsou est allé à la Cour constitutionnelle à 56 ans, Poyon à 56 ans, Maître Robert Dessous à 69 ans, Théodore Olo à 65 ans. Et donc, il a été le plus jeune président de la Cour constitutionnelle à 49 ans. Alors qu'en réalité, quand vous allez à la Cour constitutionnelle, c'est pratiquement au soir de votre carrière professionnelle ou carrière politique que vous devenez sage. Parce qu'on dit les sages de la Cour constitutionnelle. On a l'habitude de dire les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Et donc, en l'état, à 49 ans, avait-il le background nécessaire pour être sage, pour qu'on appelle sage de la Cour constitutionnelle, alors qu'en réalité, il a encore de la vigueur pour être professionnellement utile pour son pays, politiquement utile pour son pays sur d'autres fronts. Alors donc, quand il dit que les objectifs majeurs pour lui paraissent être atteints, cela suppose que pour moi, acteur, en tout cas observateur de la vie politique, je me rends compte que oui, Joseph Diogbenou est allé à la Cour constitutionnelle. Vous avez vu, il y a la situation des législatives de 2019, on a vu comment est-ce que, malgré les reproches faits pour ce qui concerne l'organisation de l'élection, malgré ce que la communauté internationale a dit par rapport à ça, la Cour constitutionnelle Joseph Diogbenou a validé les résultats, a validé un certain nombre de choses, et tout est passé comme une lettre à la poste. Et qu'il vous souvienne que la révision de la Constitution opérée nuitamment dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, bien évidemment, c'est encore cette Cour de Joseph Diogbenou qui a validé, qui a déclaré la constitutionnalité de cette révision, malgré que beaucoup d'acteurs, que ce soit au plan national ou au plan international, ont remis en cause cet état de choses. Il y a d'autres lois polémiques qui ont été votées à l'Assemblée nationale et qui sont passées comme des lettres à la poste. Donc, quand il parle d'objectifs majeurs qui lui paraissent être atteints, je me rends compte que oui, le monsieur qui a été bon teint, avocat du chef de l'État, avocat personnel du chef de l'État, qui a été ministre de la Justice à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui est pétri d'expérience comme lui. La preuve, les indiscrétions disent que parfois, en amont de certaines lois et en aval, il était toujours là. C'est-à-dire que pour l'étude de mettre en place un certain nombre de lois, que ce soit projet ou proposition de loi, il est en amont, il les connaissait, et donc déjà, quand ça revenait vers lui à la Cour constitutionnelle, il fallait seulement valider et pour que ça passe. Donc, il a fini sa mission. On a besoin de lui, certainement. Les indiscrétions disent qu'il sera président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas de quoi cela se fait. C'est une rumeur. Mais pour nous, moi, je crois que ce n'est pas une démission qui devait surprendre. On devait s'y attendre, sachant que l'équipe en place, gouvernementale en place, ne cesse jamais de déplacer les pions. Parce que nous sommes pratiquement, je dirais, dans un jeu d'échecs. Il faut faire tout pour ne pas perdre. C'est ça. Il faut tout faire pour ne pas perdre. Rédacteur en chef Henri Nyambodé, dites-nous, est-ce que vous pensez réellement que la Cour constitutionnelle est un garage? Non, pas un garage, mais plutôt
un outil pour arriver à certains objectifs. Quand on prend la Cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction de notre pays, le Bénin. Et quand on prend la Cour constitutionnelle, c'est cette juridiction qui valide un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec Laurent quand il parle de la révision de la Constitution, quand il parle de certaines lois qui sont validées par la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle, c'est un véritable outil pour arriver à des finalités, à des objectifs précis. Et je pose cette question parce que si Laurent Roland Toniquès explique que y a tous ceux qui sont allés à la Cour sont allés au-delà de 50 ans et qu'on a un président qui est allé à la Cour constitutionnelle à 49 ans et que après 4 ans, il essaie de se retirer, est-ce que la Cour constitutionnelle n'est pas vocation d'être un garage? On y va quand on a quand même accompli une certaine... on a accompli déjà beaucoup de choses dans sa vie, sur le plan politique ou ailleurs, sur le plan, je vais dire, de professionnel. Non, Joseph Zogbenou, vous savez, je dirais même c'est un bras droit du président de la République. D'accord. Et quand on sait que les réformes opérées par le président de la République, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte lui donner les outils pour arriver finalement à ces réformes-là. Il faut que Joseph Zogbenou aille à la Cour constitutionnelle. Et donc, cette mission pour laquelle il a été nommé à la Cour constitutionnelle, je crois qu'il a dit, il a rempli cette mission-là. Et donc maintenant, il y a d'autres missions pour laquelle je pense que le président l'appelle. Donc il fallait écouter le mandat et s'apprêter pour d'autres missions. Donc ce n'est pas un garage. Il faut aller relancer une machine et il a été mandaté pour ça, il a fait. Et donc mission accomplie, donc on peut dire. Oui, lorsqu'on a vu... Si vous permettez, on ne dira pas que c'est... En fait, quand je parle dans ce thème, je ne prends pas la Cour constitutionnelle comme un garage. Mais j'estime qu'en fait, à la Cour constitutionnelle, vous y allez. Quand vous avez fini un parcours professionnel, puisqu'en réalité, quand vous sortez de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez un personnage controversé. Rappelez-vous l'histoire de 39 ans plus 1 de Théodore Ollot. Ça fait qu'on ne peut plus lui faire confiance. Rappelez-vous les lois polémiques sur Robert Dessous. Au cours du mandat de Boniaï. Donc, quand vous sortez de la Cour, vous finissez votre mandat, vous sortez de là, vous devenez un personnage controversé que les gens craignent parfois. Soit la mouvance vous craint pour vous faire confiance, l'opposition vous craint pour vous faire confiance. Alors qu'en réalité, en écoutant son mandat comme ça, il a la chance de se faire valoir politiquement encore. Par contre, il finissait la Cour constitutionnelle, ce mandat, et qu'il n'était pas reconduit, qu'il devenait un personnage et que peut-être on est au-delà de l'élection présidentielle 2026 et que c'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir, il n'aura pas la confiance nécessaire peut-être de celui-là parce qu'en réalité, il aura comme bilan un bilan controversé et qui fait de lui un personnage controversé qui peut être créé à tout moment. Donc, en faisant ça, il se donne d'ailleurs une chance politique et une chance professionnelle de ressurgir en réalité pour être utile pour lui-même et pour la nation. Et quand on sait l'image que nous avions eue des présidents de la Cour constitutionnelle, on voyait quand même celui-là qui vient au dernier ressort dire non, ça ne peut pas se passer comme ça, dire oui, c'est validé. Est-ce que nous avons aujourd'hui cette image-là du dernier président de la Cour constitutionnelle? Oui, le problème, c'est que Henri l'a dit, et il l'a dit lui-même, c'est-à-dire que les motifs majeurs lui paraissent être celui-là qui a sifflé, qui siffle la fin de la récréation. Oui, il siffle la fin. Qui met de l'ordre dans le désordre. Quand on regarde la mandature Djaboueni 2018 à aujourd'hui, on se rend compte que le monsieur a été beaucoup plus utile que pour celui qui l'a envoyé, que pour ceux qui l'ont envoyé, plus que pour le peuple béninois. Parce qu'il y a des lois sur lesquelles le peuple attendait peut-être un non de la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle n'a pas réagi, ou soit la Cour constitutionnelle a donné avis favorable pour le pouvoir en place, ou les soutiens du pouvoir en place. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont saisi la Cour constitutionnelle des affaires précises sur lesquelles la Cour constitutionnelle a rendu des décisions qui arrangent les citoyens. On ne dira pas que tout est noir. Mais sur ce qui concerne les lois, concernant le pouvoir en place, la loi sur l'embauche, un certain nombre de choses, il y a des lois sur lesquelles les gens attendaient une réaction de la Cour constitutionnelle qui pouvait remettre en cause des lois votées, mais qui a déclaré contre toute attente la constitutionnalité et qui a mis en difficulté, en tout cas qui a mis en déroute le peuple qui en réalité n'était pas d'accord. Donc pour ces cas-là, on peut dire oui,
cette cour n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle pourrait être en étant l'arbitre qui dit non, attention, là où vous allez, là, c'est pas bon pour le peuple. 2095. Je crois que oui. sur cet aspect de la chose, Oui. Laurent aurait péché. Si vous dites que la Cour n'a pas accompli, en fait, n'a pas été appréciée par le peuple. Vous voyez, quand je prends la loi sur l'embauche, et je prends la loi aussi sur les grèves en son temps, tout le monde créait que les grèves payées n'étaient pas... Je suis d'accord sur la question. Et donc, pour ça, la Cour avait validé pour qu'on ait le résultat. 5 jours de grève par semaine, par mois, un jour de grève par an, par mois, 10 jours de grève par 10 jours de grève au total sur toute l'année. Et donc, le peuple avait applaudi cette position que la Cour avait adoptée pour valider cette loi parce qu'on savait tout ce que les grèves créaient. Et donc, d'un côté, même s'il était allé en mission pour celui qui l'a envoyé, forcément c'est ça, c'est un lobby. Et donc pour atteindre l'objectif, il faut mettre... En l'état, je ne remets pas en cause de la loi dont vous parlez, mais le processus qui a abouti à la validation de cette loi était... N'oubliez pas que le président aussi avait dit que s'il faut consulter tout le monde avant que... Je suis d'accord avec vous, mais il faut y aller. Quand vous regardez le mécanisme par lequel certaines lois ont été votées, et de la même manière, avec le temps record avec lequel la Cour constitutionnelle a validé, ça pose un problème à un moment donné. Pendant que d'autres lois dormaient là, qui arrangeaient peut-être d'autres acteurs, sont là, n'ont pas été validées. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que la Cour constitutionnelle a été pour autant au service du gouvernement à 100%. Je dis des citoyens au service de la Cour constitutionnelle ont eu gain de cause. Ils sont des centaines à avoir gain de cause avec la Cour constitutionnelle. Mais il y a des lois qui sont du fait du gouvernement en place ou bien des députés, qui sont allés à la preuve, la révision de la Constitution, notamment opérée. On a vu avec quelle vitesse ça a été, la constitutionnalité a été déclarée. Donc, c'est autant de questions sur lesquelles le peuple n'est pas d'accord. La question des grèves de 10 jours, par exemple, jusqu'aujourd'hui, nous sommes conscients et d'accord qu'avec ces grèves qui ont été limitées, on a de bons résultats dans les écoles publiques. Et c'est avec le temps que les Béninois ont compris cela. Même si, au début, on a fustigé. Même si à l'État, ça devient une arme qui plane tout le temps sur les travailleurs, qui font que les travailleurs n'ont plus la possibilité de réclamer leurs droits, comme cela se doit, alors qu'en réalité, ils sont dans des difficultés. Ils ont la possibilité de réclamer leurs droits, mais dans mais temps... écoutez, pas comme ils le faisaient. Pas comme avant, où on paralysait l'administration. On va évoluer dans ce débat. On l'entendait Henri Yabonnet. On va évoluer dans ce débat. Mais parfois, le processus qui a abouti à ça n'était pas pour autant favorable. D'accord. Retour de l'homme à la politique, pour quel objectif? Il faut reconnaître à César ce qui est à César, comme on le dit à Dieu ce qui est à Dieu. 2095 dossiers au total traités, je vais dire, et c'est colossal. Un travail a été abattu, un travail énorme a été abattu. Du côté de la Cour constitutionnelle, les sages ont salué le travail de leur président, et qui aujourd'hui effectue un retour vers la politique. Dites-nous pour quel objectif? D'abord, il faut rappeler que nous avons en vue les élections législatives qui s'annoncent. Et vous savez quoi, Joseph Diogbenou fait partie de ceux-là qui nous ont vendu le président Patrice Talon. Et connaissant la dynamique de l'homme, je crois que c'est pour que les élections législatives, que le parti, que le gouvernement de la rupture ait assez de sièges au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il revient à la politique. Il revient dans la politique. Vous savez, quand on prend Joseph Diogbenou, il a, comment dire, cette facilité de communiquer avec le bas peuple. Il a cette facilité de travailler avec le bas peuple. Et il fallait quelqu'un qui puisse venir expliquer. Il fallait quelqu'un qui puisse venir convaincre le bas peuple pour permettre à l'Union progressiste, son parti d'ailleurs, pour avoir assez de sièges. Donc, moi, je pense que ce sont les élections législatives qui s'annoncent là, qui ont été le clou qui a fait qu'on l'a ramené. Il n'a pas démissionné sans le consentement quand même du président. Il n'a pas démissionné sans le consentement de celui-là qui l'a envoyé. Laurent Roulantorikès, en suivant mon confrère Henri Yabonnet, c'est à croire que le président a besoin de quelqu'un
dont la voix est écoutée, qui arrive à convaincre facilement le peuple, et donc celui-là qui va donc faire un travail véritablement pour rafler des sièges. Est-ce à dire quand même que on aura droit à une élection très ouverte? Est-ce à dire que cela ne voudrait pas nous amener sur une piste qui consiste à dire quand même que les élections seront ouvertes? Déjà, il faut reconnaître que, en tout cas, Diogoueno qui revient en politique, dans une certaine mesure, le chef de l'État, depuis 2016, nous a habitués à déplacer des pions. Il déplace des pions pour avoir des résultats. Il les a déplacés en 2019, il les a déplacés en 2020, il les a déplacés en 2021 pour gagner les élections présidentielles. Et donc, en 2023, il continue de déplacer encore des pions pour avoir des résultats. Et je dis, Patrice Talon n'est pas là pour perdre. Il ne fera rien pour faire plaisir aux opposants, pour perdre une élection. Et c'est aux opposants de se réveiller tôt. Mais ce que je disais tout à l'heure, pour dire que Diogoueno, en réalité, devrait en réalité revenir à la politique, parce que pour moi, il n'avait pas acquis pour autant d'expérience. Souvenez-vous, il était acteur de la société civile. Acteur de la société civile, il était, acteur actif. Il était acteur de la société civile, enseignant. On se rappelle de ce mercredi rouge. La seule expérience politique que Diogoueno avait eue, c'est qu'il a été élu député en 2015 avec l'Union fait la Nation. La seule expérience qu'il a eue. D'accord? Et donc, il était député jusqu'en 2016, avant que son client ne devienne président de la République. Donc, pour autant, sur le terrain politique, il n'avait pas pour autant d'expérience. Et pour moi, il avait encore beaucoup à apprendre sur le terrain politique. Il avait encore beaucoup de batailles à mener sur le terrain politique avant de pouvoir aspirer peut-être à aller se caser quelque part à la Cour constitutionnelle, même si en réalité, on a besoin de lui. Et c'est normal, il a besoin de lui. Il a accompli sa mission, il ressort. Aujourd'hui, le maître Diogoueno est un personnage politique qu'il faut craindre. Pourquoi? Il faut le craindre parce que, non seulement, voilà quelqu'un qui a fait la bataille sous un président en exercice et qui a tout fait, a été candidat, a démissionné, a préféré laisser sa candidature au profit de son client. Son client a été élu, il a été mis à justice, il a été élu à la Cour constitutionnelle. Et donc, connaît déjà les secrets d'État, certaines informations essentielles pour accéder à une certaine position. Et donc, face à certains acteurs, il a certainement, du point de vue intellectuel, de son background professionnel, il a certainement le langage intellectuel, mais il y aura davantage encore le langage politique à faire valoir et à haranguer la foule facilement à suivre ce qu'il dit. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Patrice Talon ne faisant rien au hasard, certainement, c'est que c'est le pion essentiel sur lequel je peux me baser pour aller à un point donné. Et ce qu'on dit pour dire qu'il sera président de l'Assemblée nationale pour être peut-être dauphin de Patrice Talon, ça peut ne pas être ça, parce que l'on n'a jamais vu Patrice Talon sur le terrain là où on l'attendait. Très bien. Et donc, c'est autant de facteurs. Peut-être ce pion a été déplacé maintenant pour avoir un résultat à un moment T. Pour atteindre un objectif que nous ne savons pas encore. Que nous ne savons pas encore. Et pour nous montrer maintenant quelqu'un d'autre en 2023. Pourquoi ne pas rappeler peut-être que ce nouveau président qui sera dauphin de Patrice Talon rappellerait peut-être Diogoueno pour être encore président de la Cour constitutionnelle, qui sait. Donc, c'est autant de cartes à jouer par Patrice Talon et son équipe aujourd'hui. Et donc, pour moi, si Diogoueno revient à la politique, certainement parce qu'ils ont réfléchi déjà, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent où ils veulent y aller, et donc, du coup, c'est aux opposants de faire très attention avec le personnage qui a beaucoup d'expérience déjà à son actif. C'est vrai que politiquement, comme je l'ai dit, depuis 2015 à aujourd'hui, après rapidement les partis, il n'a pas été confronté à d'autres élections, mais il a beaucoup à apprendre encore de certains acteurs qui sont des vétérans, peut-être aux côtés de Amoussou Bruno, qui est, qu'on ne le veuille pas, quelqu'un à craindre politiquement au Bénin. On va y arriver. Comment sera-t-elle accueillie par sa famille politique? Nous apprenons que l'Union progressiste doit réorganiser ses instances demain. Réorganise ses instances demain. Est-ce pour accueillir le fils, l'enfant prodige, si je peux le qualifier ainsi? Si nous on le qualifie ainsi quand même, Matin Libre exprime des doutes à la une du quotidien. Aujourd'hui, l'on peut lire « Retour de Diogoueno en politique, pathétique, le parti UP tétanisé ». Est-ce que vous êtes de cet avis, Henri Yambodé? Vous savez quoi, j'ai dit que il est
ramené pour une mission. Et il a clairement dit, je rejoins ma famille politique qui est l'Union progressiste. Et vous voyez, les faits ne trompent pas. Demain, l'Union progressiste va réorganiser ses instances. Vous allez voir que au plus haut niveau, on va positionner Diogbenou, même si ce n'est pas pour le mettre à la présidence, on va le positionner à un plus gros niveau. On ne sera pas surpris qu'il devienne le président même. D'accord, parce qu'on a annoncé aussi que le Renard de Diakotomé est bien fatigué, donc il va se retirer. Et donc, il faut quelqu'un qui a du poigne pour donc conduire les affaires. Et tétaniser, non, on ne dira pas ça, parce que c'est un groupe et il y a un règlement du groupe et les gens doivent suivre la ligne éditoriale que le parti définit. Et je ne pense pas que s'il y a des réactions, ça doit être quelques-uns militants qui se voient avec peut-être le retour de Diogbenou dans cette formation politique-là, qui se voient un peu lésés, qui se verront lésés si entre-temps il reprenait sa place au sein de ce parti politique-là. Et donc, je suis d'accord qu'il y aura une réorganisation de cette formation politique, mais tétanisée, pas trop. On espère que cette poigne sur laquelle comptent ceux qui déplacent les pions politiques pourront donc servir à ce parti politique. Je pense à l'opposé d'Henri que le retour de Joseph Diogbenou peut contribuer, en tout cas, à ce dont parle Martin Libre, parce que dans un parti politique, vous avez beau faire d'être ensemble, d'être unanime et de parler publiquement, je suis UP, d'être UPUP, mais il y a des intérêts qui sont différents. Donc, vous allez voir... il y a l'intérêt supérieur. Attention, quel qu'en soit l'intérêt supérieur... Avant l'intérêt supérieur, il y a l'intérêt individuel. Quel qu'en soit l'intérêt supérieur, je vous assure qu'il y a toujours des camps. Il y aura le camp de Vavonou, il y aura le camp à Moussou, des gens qui sont attachés à Moussou, mais qui ne vont jamais se soumettre à Diogbenou. Il y aura le camp Gérard Benossi, il y aura le camp, Tchaou, je ne sais quoi. Et donc, il y a tellement d'intérêts en jeu. Si tant est qu'il y a l'intérêt supérieur, les FCBO auraient fait majoritairement Lionel Zinsou pour empêcher Patrice d'être président en 2016. Vous allez comprendre qu'à cause des intérêts personnels, à cause des intérêts de certains camps, des gens délibérément ont décidé de ne pas suivre Lionel Zinsou et ils sont en train de subir aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que ce retour peut, dans une certaine mesure, créer des problèmes en interne. Mais sachant que le maître à penser reste et demeure Patrice Talon, que personne n'oserait affronter, ça peut couver des différents en interne, mais qui ne pourront peut-être pas être mis sur la place publique et qui ne pourront peut-être pas contribuer à la dislocation du parti, comme on a pu le voir avec d'autres partis par le passé. On a entendu des gens alimenter, comment je vais dire, dans l'opinion publique, donc s'exprimer, dire que le président Joseph Diogbenou est parti pour devenir président de l'Assemblée nationale. On a lu des choses également sur les réseaux sociaux où des gens disent que si déjà il sait là où il va, c'est que les dés sont pipés. Que pensez-vous de ces critiques sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique? Chacun a raison. Vous avez ça pas raté quand on a annoncé que il sera candidat. Lui-même l'a dit, je suis candidat à tout à tout, pour faire bref. Devenir deuxième personnalité du pays, c'est bien possible avec Joseph Diogbenou qui a assuré d'autres rôles éminemment hautement politiques, c'est-à-dire il a été président de la Cour constitutionnelle et donc si le président de la République le voit comme son dauphin, forcément, sa formation politique va le positionner comme candidat, il sera député et va prendre le pêchoir. Et le pêchoir va être le tremplin pour devenir peut-être le président de la République en 2026 parce que il a fait savoir cette ambition-là de devenir un jour président de la République. Laurent l'a rappelé tout à l'heure, il a déposé sa candidature avant de la retirer au profit de Patrice Talon. Et donc, on attend le voir, le cours normal des choses, mais de toute façon, ça ne rate pas. Les supputations ont toujours donné raison parce que là, aujourd'hui, on attend que les choses
soit brutalement cuit pour le retrouver dans cette posture de président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du Bénin. Mais il va falloir travailler d'abord. N'oubliez pas que nous avons la vice-présidente. Non, les lois disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui est la deuxième personnalité. Ouais. Donc, on a beau avoir la vice-présidente, je crois que quand on parle de mais les tests, parce que même la vice-présidente, en réalité, la vice-présidente est là, je suis d'accord, mais quand on regarde un peu la configuration politique de notre pays, c'est le président de l'Assemblée nationale devient la deuxième personnalité. Oui, on peut rentrer dans d'autres considérations, dans d'autres débats pour mieux expliquer cet état de choses, mais je pense en l'état que Diogounou, président de l'Assemblée nationale, de toute façon, les citoyens sont là pour voter, pour les députés. Dernière question, Diogounou, futur président, dauphin du chef de l'État. Il faut que d'abord, il essaie d'avoir la confiance du peuple. Hein. Parce qu'on a beau... il faut qu'il ait la confiance du chef de l'État d'abord. Non, mais oui, bon, ça c'est entre eux là-bas. Mais, c'est-à-dire, d'abord, on a beau travailler à dire qui sera dauphin du chef de l'État. L'homme propose... les circonstances arrangent et Dieu dispose. Et donc, si on disait à Moussou Bruno que Boni Ayi prendrait le pouvoir en 2006, je suis sûr qu'il allait parier. Ouais. Et si on disait à Boni Ayi en 2016 que Patrice Talon prendrait le pouvoir, je suis sûr qu'il allait jurer et mettre même son doigt au feu. Et donc, vous avez beau tout préparer, mais il y a des circonstances de dernière minute qui peuvent tout désorganiser. Et Dieu qui donne le pouvoir, parce que les gens oublient ça, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Les gens oublient ça. On pense que le pouvoir qu'on a au moment, à un instant T, quand on peut l'utiliser à bon escient, mais quand Dieu décide que finalement votre pouvoir qu'il vous donne prend fin aujourd'hui, vous ne contrôlez pas, vous ne calculez pas, vous ne savez pas comment ça arrive. Donc, on a beau dire que Diogounou sera président de l'Assemblée nationale, et puis d'ailleurs même, pour être président de la République, il faut d'abord passer par des étapes. Il faut déjà que les électeurs votent pour lui. On a beau faire de dire qu'en 2021, on a des candidats, même si des gens qui sont devenus candidats fantômes sont sortis de nulle part, démissionnaires ou sous sanction dans un parti politique, sont devenus candidats alors qu'ils n'avaient plus de parti politique. Lesquels partis politiques ils ont constitué plus tard après les élections, en mettant même de côté celui qui était colistier. Ça veut dire que même si on en arrivait à un schéma comme ça en 2026, personne ne contrôle, seul Dieu a le dernier mot. Donc je pense qu'au-delà de tout, s'il était candidat et qu'il a la confiance du peuple, il sera président de la République. On ne pourra pas être contre. N'oublions pas qu'il fait partie désormais, il est membre d'une grande formation politique qui est l'Union progressiste et qui a une bonne assise dans tout le pays. Les forces correctes pour un bénéficiaire avaient une bonne assise sur le plan national. Avaient donné le microcrédit aux femmes. Les DIM avaient fait des grands palais, prenaient 10 000 francs par jour. Prenaient 10 000 francs chacun et pourtant, Lionel Zessou a échoué. Ça veut dire quoi? En face, ce n'est pas la même politique aujourd'hui. C'est pas la même politique aujourd'hui. C'est pas la même politique aujourd'hui. Il y a le système partisan fait qu'aujourd'hui, ces grandes formations politiques peuvent imposer un candidat pour dire voici notre candidat. Et au sein je ne dis pas que les autres sont manifestés, mais au sein de l'Union progressiste, Diogounou a quand même cette carrure-là de personnalité politique. Et donc, on peut le porter. Oui, je suis d'accord que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais si sa formation politique l'accompagne et qu'il a la volonté, il pourra Henri Yabodé, en 2016, si Boni Ayi était candidat à un troisième mandat, voulait réviser la question, je parie que certains acteurs qui le suivaient allaient accepter de le soutenir. Mais c'est parce qu'on a amené un certain Lionel Zessou qui n'était pas attendu, qui n'était pas leur choix, que certains se sont désolidarisés. Et si en 2026, la même chose, si Patrice Talon, entre-temps, ce qui lui est impossible, devait rempiler, il n'y a pas élément en face de lui qui pourrait s'opposer. En tout cas, en l'état. Donc, ce n'est pas avec sa bénédiction qu'il s'agit. Ça veut dire quoi? Si Diogounou était candidat, rien que parce que c'est Diogounou, on peut avoir cette fois-ci des gens qui se lèvent pour oser parler parce que le maître à penser n'est plus en action. Donc, c'est autant d'éléments. C'est pourquoi il a évoqué le système partisan. Le système partisan qui est un élément à ne pas négliger. Le système partisan, on a eu ça en 2021. Combien les candidats que vous avez eu là, combien sont membres de partis politiques?
Je vous laisse répondre. Non, Mais En 2021, on a eu des candidats. Oui. Combien étaient membres de partis politiques régulièrement constitués? Dites-le-moi, répondez-moi. Non, On mais- commence par là. mais il a dit que l'UP peut porter la candidature. Peut porter la de candidature. Joseph Diagbeno. Et quand l'UP C'est peut ce la- qu'il voulait dire. Parce que effectivement, on n'a pas eu de parti qui a véritablement porté les candidats. Mais il dit que l'UP pourrait porter la candidature de Joseph Diagbeno. Je suis d'accord, c'est pourquoi je dis il faut pas mettre de côté les dissensions internes qui pourraient peut-être amener à. Vous avez dit à tout à l'heure, Diagbeno aussi. quand vous êtes avec le président Patrice Talon, que c'est un homme qui ne veut pas perdre. Oui. Et donc, il saura comment gérer ça. Vous voyez, d'abord, pour les positionnements de la dernière, avant qu'on aille pour les dernières élections législatives, c'est imposé. C'est imposé. Il y a des gens qui ont voulu être tête de liste, mais la liste a été imposée. Donc, de cette façon-là, on peut imposer également Joseph Diagbeno. Du moment où vous êtes président ainsi, c'est que vous n'êtes plus candidat, vous êtes affaibli. C'est ce qui est arrivé à Boni-Yahi. Et donc, la même chose pourrait arriver à Patrice Talon. Du moment où il n'est plus candidat, il propose quelqu'un d'autre. Ce n'est plus lui. Donc, les élections de 2023, préparons les élections de 2026. Évoquons On a cru justement voir. le nom de Thomas Boni-Yahi. Parlons maintenant de lui. Retrait de la plainte de Thomas Boni-Yahi contre le Bénin. Un acte patriotique ou un deal. Il faut le rappeler, le contentieux opposant l'ancien président de la République, Thomas Boni-Yahi, et l'État béninois dans l'affaire dite torture morale et violation des droits humains ne connaîtra plus une juridiction, une fin juridictionnelle, j'allais dire, mais plutôt transactionnelle en sourdine. Le processus a été écourté par un désistement d'action adressée par le demandeur qui a permis à la Cour de justice de la CEDEAO de radier le dossier. C'était ce mercredi. Henri Niambodé, est-ce donc un acte patriotique qui a été posé par l'ancien président de la République ou un deal? Boni-Yahi a décidé de tout annuler. En attendant que le verdict le mercredi dernier, mais il a décidé de tout annuler. Il a fait savoir sur sa page que c'est à la sortie de son audience avec le président Patrice Talon qu'il a décidé donc de retirer sa plainte. Non, je dirais qu'il a rempli sa part de marché. Parce que en audience avec le chef de l'État, il a fait des doléances. Il a eu à demander la libération des prisonniers, il a demandé le retour des exilés, il a demandé qu'il y ait un dialogue inclusif. Donc pour lui, pour montrer qu'il contribue à la préservation de la paix, il fallait poser un acte louable, il fallait poser un acte de sagesse. Un acte patriotique. Un acte patriotique. Donc, il a fait pour montrer à la face du peuple béninois que lui, il concourt, il travaille pour qu'il y ait la paix au Bénin. Et donc, on pourra dire que c'est un acte patriotique qu'il a posé. Parce que quand on parle de l'État béninois, c'est vous et c'est moi. C'est pas Patrice Talon, c'est vous et moi. Donc, quand il se met en conflit avec son pays, on dira que voilà quelqu'un qui est en difficulté avec son pays, mais qui souhaite quand même qu'il y ait la paix. Et l'autre chose aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a la dernière nomination de Boni-Yahi comme médiateur en Guinée. Et donc, il fallait aussi montrer cette posture-là de quelqu'un qui travaille pour la paix, qui préserve la paix. Et pour ça, il faut poser aussi des actes. Et donc, pour moi, ça le relève et ça élève aussi, ça l'élève désormais dans le rang de ces personnes-là qui travaillent pour la paix au Bénin. Laurent Roland Toniquès. Ouais, je crois que, est-ce que c'est un deal? Je ne sais pas. De toute façon, est-ce que c'est un coup patriotique? Je dirais que d'abord, c'est un coup patriotique parce que, dans une certaine mesure, on attendait que les acteurs politiques, en tout cas, les problèmes que nous avons depuis 2012 au Bénin, c'est deux acteurs principaux, Boni-Yahi et Patrice Talon. Les mêmes problèmes ont continué après 2016. Et on a vu l'autre s'échauffer au stade de l'amitié pour dire qui s'échauffe pour aller aux élections. Mais il nous avait promis en 2015 qu'après son mandat, qu'il deviendrait pasteur. Et le pasteur, c'est le disciple de Jésus, qui pardonne. Parce que Jésus crucifié a pardonné. Donc il a un bon chemin. Donc, en réalité, il a commencé à nous montrer les prémices du bon pasteur qu'il a promis être après son mandat, en pardonnant même les offenses qu'on lui fait. Il tarde à être le pasteur. Hein? Il tardait à être le pasteur, même si on n'a vu pas un moment chez
le pasteur Koumoui du côté du Nigeria, c'est que maintenant, il commence par nous montrer les prémices du bon pasteur qui nous a promis être. Alors, quand le pasteur montre le chemin, c'est que celui-là qu'on veut amener à Jésus, ou bien qu'on veut évangéliser, ou bien qui est le fidèle à soi, ou bien qui aspire à être comme vous, il faut lui montrer le chemin et l'obliger à faire comme vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on doit dire que c'est une pression suffisante sur Patrice Talon qui doit maintenant prendre la décision contre son gré. Parce que dans une certaine mesure, on parle paix au Bénin, on parle décrispation de la tension politique. Donc, de ce point de vue, Boni Yayi ayant évoqué sa première rencontre avec Patrice Talon en 2021, ayant évoqué un certain nombre de choses sur lesquelles certainement ils se sont entendus au cours de cette audience, espère que Ricky Madougou, qui est en prison, qui est sa protégée, bien évidemment, ne l'oublions pas, espère que Joël Aïvo, qui a été l'un de ses plus proches, en tout cas après l'avènement de Patrice Talon, du côté de l'opposition, maintenant ils sont ensemble, et ayant vu maintenant ce qu'il demande, le retour de Sébastien Diavon, Valentin Djantin, Fatima Diallo, qui était ses ministres, et bien évidemment de Léa Dusseglo, de Komi Koutié, qui était aussi son ministre des Finances. Il a des attentes sur ce terrain et donc, pour ça, il est dans une certaine mesure, il ne fait que poser des actes pour amener son successeur à agir de la même manière. Et dans le même temps, Henri fait bien de le préciser, il est médiateur de la CEDEAO. Et donc, en tant que médiateur, il est appelé à discuter avec les pairs présidents d'exercice comme Patrice Talon. Et donc, certainement, ces acteurs aussi ont des demande à lui faire pour lui dire, mais écoute, tu laisses tomber. Et lui aussi lui dit, je laisse tomber, mais je souhaite que lui aussi, de son côté, il laisse tomber. Parce que ne l'oublions pas, Yayi Boni pouvait empêcher le retour de Patrice Talon au Bénin en 2015. Il pouvait le faire. Oui. Il avait les éléments pour le faire. Ça allait amener des tensions, d'accord. Maintenant, vu malgré les tensions en 2019 et en 2021, Patrice Talon est resté imperturbable. Et donc, Boni Yayi pouvait aussi poser des actes du genre et rester imperturbable au-delà de tout parce qu'il avait les éléments pour contrôler, pour un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, en posant cet acte, non seulement c'est un coup patriotique, c'est tellement pour montrer qu'il aime son pays parce que quand la Cour de justice, la Cour de justice de la CEDEAO prendrait la décision, ça pourrait être une décision qui salisse l'image du pays. Qui écorche en tout cas cette valeur démocratique que nous avons et qui fait de notre pays un modèle, ça peut porter... Et qui ne fera pas de lui un patriote. Voilà, qui pourrait agir sur l'image de notre pays en termes de démocratie. Et sur son image aussi, pourquoi pas? Pardon? Et sur son image aussi. Boni Yayi aussi. Non, pas de Boni Yayi, justement, c'est parce que Boni Yayi aussi a subi une situation. Pour la attendez. Oui, en tant que médiateur. En tant que médiateur. Sur son image, oui. On ne comprenait pas. Moi, je pense que ça ne va peut-être pas être son image, mais en réalité, ça va être l'image de Patrice Talon suffisamment. Alors, maintenant, sachant que pour être médiateur de la CEDEAO, les chefs d'État vont décider, mais il y a que la décision de Patrice Talon aussi qui pourrait éventuellement compter. Donc, en faisant ce pas aussi, c'est de continuer à mériter de la confiance de Patrice Talon, qui pourrait aussi le proposer pour d'autres postes, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas le premier poste pour lequel Boni Yayi devait être représenté le Bénin. Il y a d'autres postes pour lesquels il a été purement simplement bloqué. Il n'y a pas de débat autour. Donc, aujourd'hui, il veut continuer à mériter la confiance de Patrice Talon, mais en même temps, demander à Patrice Talon, je pardonne, mais pardonne aussi également, mais protéger. Et pardonner aussi, mais protéger. Yayi Boni vient de confirmer donc ce que dit l'écrivain Romain Gary, le patriotisme c'est l'amour des siens et le nationalisme la reine des autres. Est-ce que le président Patrice Talon va honorer ses engagements? Les journaux en ont parlé suffisamment ce matin. Oui, il a commencé par honorer ses engagements. Quand on parle de libération, il y a eu... de laisser entrer ceux qui sont à l'extérieur. À l'extérieur. Même si le ministre de la Justice a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin. Il y a déjà, je crois, 2 vagues de prisonniers qui sont sortis déjà. Il y a même des militants des démocrates qui sont libérés, bien évidemment. Qui sont libérés. Donc, il y a déjà les signes avant-coureurs de ce que les engagements pris de part et d'autre sont en train d'être respectés. Maintenant, le retour des exilés, ce point-là tient à cœur au président Boni Yayi. Est-ce qu'il faut laisser revenir au Bénin ceux qui sont en difficulté avec la justice? Comment ça va se passer? Ou bien il va les gracier. De toute façon, au président Patrice Talon de savoir qu'aujourd'hui, il y a un premier pas qui a été posé par le président
Boniaï. Et donc, ça lui revient maintenant de montrer à la face du peuple aussi que lui aussi, il est dans cette dynamique-là de conserver la paix, de préserver la paix. Parce que la crise des élections législatives passées, personne ne souhaiterait plus revivre cette crise-là. Et à présent, Patrice Talon, donc de jouer sur les cordes pour que les engagements pris de part et d'autre soient respectés. Et le président Boniaï a fait sa part, je crois, a rempli sa part d'engagement. Je crois que la calmie observée aujourd'hui aux côtés entre Boniaï et Patrice Talon participe de la paix sociale, de la paix des Béninois. Parce que, comme je l'ai dit, depuis 2012, où cette tension a commencé entre les deux hommes, on a vu que de 2012 à 2016, on a été confronté à des situations de dénonciation, d'attaques par-ci, par-là. Quand même Patrice Talon a fini par prendre le pouvoir contre toute attente en 2016, Boniaï ne s'est pas reposé. Il a redoublé d'ardeur pour le déranger suffisamment. Oui. Et il s'est bien chauffé en 2018. Malheureusement, on ne lui a pas donné la chance d'aller sur le ring pour compétir. Et donc, ça a continué. On a vu les parents entre griffes de Boniaï dans la région des collines, Savait, Tcharo et autres, qui étaient tout le temps surexcités, qui voulaient en découdre avec les soutiens du chef de l'État. Donc, quand on observe ce rapprochement aujourd'hui et qu'on observe ce pardon de Boniaï, le pas à faire maintenant, c'est le pas de Patrice Talon qui doit libérer un certain nombre d'acteurs qui se retrouvent en prison ou permettre à un certain nombre d'acteurs qui se trouvent en exil de rentrer pour que nous puissions avoir une situation stable. Parce que 2023 n'est pas loin. Même si on croit avoir réglé le problème de Savait, de Tcharo, en envoyant Bagoudou et Okunola hors du pays en tant qu'ambassadeur, ce n'est pas encore fini. Il va falloir, parce qu'ils ont aussi des enfants qui sont en prison, dans cette situation, dans la situation des élections de 2019 et 2021. Donc, il va falloir travailler à voir dans quelle mesure on peut procéder à libérer cette personne. Nous sommes à la veille de la fête nationale. On ne serait peut-être pas surpris que le chef d'État prenne une décision pour gracier officiellement ces personnes, les libérer pour que chacun d'eux. Mais Patrice Talon ne le fera jamais au hasard. Souffrez que pour le faire, il dira à Boniaï, voilà, je vais les sortir, mais il doit pouvoir peut-être faire l'effort de s'écarter de la classe des actions politiques pour un moment. S'il a le temps de dire, même s'il a eu le culot de dire aux gens comment dire, de Tcharo, vous voulez dire le Komikoutier, Banter, que ceux qui sont en difficulté avec la justice viennent répondre. S'il a le courage de le dire, donc je suis pas pendant qu'il était en tournée. Pendant qu'il était en tournée. Oui, il a dit. Non, il y a que dans les faits, on dit des choses parce que parfois, quand il le disait, il était encore sous le feu de la colère, compte tenu d'un certain nombre de faits. Et en ce moment, Boniaï, lui, peut-être ne s'était pas pour autant encore entendu sur un certain nombre de faits. Donc, puisqu'ils se sont vus après, ils se sont parlé, certainement les deux acteurs qui se connaissent mieux que quiconque, qui se sont vus, on n'était pas là en 2006 quand ils se sont rencontrés, on n'était pas là quand ils ont fait leur accord pour que l'autre finance les campagnes de l'autre, on n'était pas là quand ils ont signé des contrats pour avoir gagné de l'argent, on n'était pas là quand ça a commencé en 2010, 2011, pour qu'en 2012, il y ait séparation, que l'autre se retrouve en exil. Donc, s'ils se sont vus, c'est que finalement, ils ont calmé les ardeurs, ils se sont entendus et l'autre a dit, mais est-ce que tu te souviens de ci, est-ce que tu te souviens de ça? Et finalement, aujourd'hui, c'est pour l'intérêt supérieur qu'on ferait mieux de libérer certaines personnes qui se retrouvent en prison, comme Laurent Métaillon qui malheureusement continue d'être en prison, de permettre à ce qu'un Sébastien Djavon qui peut créer de l'emploi revienne au pays, même si on a des choses à lui reprocher, trouver la formule de les s'attaquer autrement, plutôt que de nous exposer, nous, publiquement, inutilement, le pays, inutilement, sur des questions sur lesquelles on peut s'entendre, et comme l'a dit Boniaï, se trouver autour d'une table pour un débat inclusif, véritablement inclusif, pour des élections ouvertes en 2023, ce serait pour le bonheur des Béninois. Henri Yabole, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. Dites-nous quelles sont vos conclusions. Non, c'est d'adopter la même posture. Je demanderai au président de la République, Patrice Talon, d'adopter la même posture que celle qu'on a observée avec Yahi Boni, qui a retiré sa plainte. Ce n'est pas pour la première fois, il pardonne. Vous savez, dans cette histoire d'empoisonnement, publiquement, il a dit qu'il a pardonné. Donc, il est un habitué. Donc,
du pardon. Et donc aussi que de l'autre côté, que pour la décrispation de la tension politique, véritablement que le président Patrice Talon aussi pose des actes. Oui, c'est vrai, il y a libération des prisonniers, je ne dirais pas que c'est des menus freutins, mais ces personnalités-là qui ont été emprisonnées, on peut les libérer parce que pour Boni Yayi, c'est Madougou, c'est Joël Aïvo. Oui, c'est ceux-là. Et pour ceux-là, ils travaillent. Donc, il faut que le président Patrice Talon aussi voit dans quelle mesure poser des pas de sagesse, de pas qui puissent aussi le lever autrement, et pour qu'on dise qu'il travaille pour la paix aussi. Laurent, on l'entendait, qu'est-ce? Ce que je voudrais dire, c'est peut-être m'adresser aux jeunes pour leur dire, écoutez, vous suivez les acteurs politiques dans les processus électoraux, vous attaquez, vous cassez, vous faites tout ce que vous voulez. Après, c'est vous qui subissez parce que ces acteurs politiques savent où se retrouver, savent ce qu'ils doivent se dire pour se calmer, parce qu'ils ont des intérêts qui se partagent, sur lesquels ils s'entendent le plus. Et donc, vous qui êtes citoyens, population jeune, qui avez le sang chaud, qui pensez qu'en faisant les casses, vous faites plaisir à un parti, à un acteur politique, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que des gens sont encore en prison aujourd'hui. Mais Boni Yayi est parti dans ce à la présidence de la République. On parlait, on rit. Peut-être même. On rit. Et l'autre est maintenant médiateur de la CEDEAO, serait entre deux avions, mais vous, quel est votre sort? J'en ai fini. Madame, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ce numéro du Forum des rédactions et que vous avez pu tirer des leçons, des analyses de nos débatteurs. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau aujourd'hui Roland Laurent Tonné-Ikes. Il est journaliste, analyste politique. Il est à ma gauche. Merci d'être venu. Merci, c'est un plaisir partagé. À ma droite, Henri Sauvi-Yambodé. Malgré toutes ses occupations, il est venu participer à ce débat véritablement pour le rayonnement, pour bien sûr l'émergence de la vérité. Et donc, merci d'être venu, rédacteur en chef de Tado FM. Merci de nous avoir invités. Madame, Monsieur, chez vous, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de la démission de Maître Joseph Diogbenou, les non-dits du nouvel engagement politique. J'espère que vous avez été satisfaits des analyses faites par nos invités. Retrait de la plainte de Thomas Boni Yayi contre le Bénin, un acte patriotique ou un deal. Les débatteurs se sont plus penchés vers un acte patriotique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, partagez suffisamment sur les réseaux sociaux si vous avez suivi ce débat et surtout likez. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout continuez de suivre Eden TV. Et à très vite. Merci à toute l'équipe de réalisation, Marcel Yedo et tous ceux qui sont restés à la diffusion au son. Merci à toutes et à tous.